Quelle surprise! Je suis très heureux que tu viennes me rejoindre au Groenland. Tu verras, c'est un pays fabuleux. Nous irons chasser le phoque. Il faut l'attendre des heures et des heures sur la banquise, en grattant, en observant. Tout là-bas est patience, rigueur. Le temps n'a pas d'importance. Te dire quand exactement nous pourrons nous retrouver est impossible. Tout dépend de l'état des glaces. Et c'est le vent et le froid qui font la loi ici. L'Arctique est imprévisible. Mon intégration et mon entraînement avancent. Je suis presque devenu un Esquimau. Amerika, chut! La lettre de Jacques Dallet, le Français de la banquise, expédiée quelques semaines plus tôt et décachetée dans un bureau feutré, prend tout son sens. Eh bien voilà mon domaine, une hutte, une cabane en bois située à une vingtaine de mètres de la banquise. Ces 12 mètres carrés m'ont été aimablement prêtés par l'instituteur Esquimau d'Umanak. D'ailleurs cette maison a été construite par une mission anglaise en 72 et a été occupée que l'été. Elle n'est pas prévue pour faire un hivernage. J'ai eu des gros problèmes au départ, un peu mal équipé. Au plancher, j'ai une température constante, alors de 0 degré. Hauteur de la ceinture, on arrive à 7-8 degrés. Et entre la tête et le plafond, entre 15 et 18 degrés. Évidemment, le gros problème ici, c'est le vent. Il m'est arrivé, lors de blizzard, de trouver une couche de neige sur mon lit, sur mon bâti en bois. Ça s'appelle l'Ipperk, le lit esquimau. Oui, le vent, ça me pose des problèmes parce que la température descend rapidement. Je prends un exemple, moins 10 dehors, j'ai quelquefois moins 2, moins 3 à l'intérieur. Par contre, un grand froid, moins 40, moins 45,
j'arrive à maintenir une température constante de 18-20 degrés. J'ai un poêle épatant, un poêle à pétrole, qui fonctionne très bien, qui ne va pas causer de soucis. Par contre, ce poêle à bois, à charbon ne fonctionne pas. Bon, bah, tous les objets usuels, classiques, habituels, que l'on peut trouver dans une cabane, des clous, un couteau, un quart, un réchaud à alcool, une lampe à pétrole, des bougies, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Pas question pour Jacques de passer son temps calfeutré. L'engourdissement moral et physique, ici, c'est la mort. La vie quotidienne, quel que soit le temps, se passe dehors, car les tâches les plus élémentaires se déroulent sur la banquise et en sont totalement tributaires. Oui, il est certain que dans ce village de chasseurs, il n'y a pas encore d'eau courante. Enfin, de l'eau, il y en a partout. Il y en a plein d'univers. Seulement, elle est solidifiée et il y a deux formes de glace. La glace d'iceberg, qui est celle-ci, bleutée, qui vient des glaciers. Il y a 3 glaciers en face Ischlorschwitt et 5 glaciers à environ une quarantaine de kilomètres. Et tous ces glaciers viennent geler dans la mer. Il est important de ne pas se tromper parce que la banquise, c'est de l'élément marin. Donc la glace est salée. Alors que celle-ci, c'est de l'eau douce qui vient du glacier continental. Bon, l'eau est gratuite, oui, il y en a des masses monstrueuses. Ces Esquimaux de Knut Rasmussen, de Peter Freuchen, ces explorateurs danois qui sont célèbres ici, ces Esquimaux, ces Inuits de Paul-Émile Victor, de Gessin, de Mallory, eh bien je les ai retrouvés, ils sont ici, ils sont encore bien vivants dans ce froid à crever. Venant du sud, moi le méditerranéen, je me retrouve du jour au lendemain dans une communauté de chasseurs polaires. J'étais complètement dérouté. Je vivais avec ma montre. Alors que ces gens-là, ils vivent la nuit. Ils sont à l'affût de tout, constamment vigilants, vous observant, je sens quotidiennement une attitude pesante. Ils m'observent, ils sont là, ils suivent mon regard, la porte est ouverte, bon, pas de problème, ils rentrent. Ils sont chez eux, ils rentrent, ils sortent à toute heure du jour. J'ai des minutes jusqu'à 2 heures du matin. C'est pareil chez les autres chasseurs d'ailleurs. Ils viennent me voir, ils font l'inventaire, ils touchent à tout, ils ouvrent les placards, ils cassent la croûte. Oui, c'est une culture tout à fait différente de la nôtre. C'est extraordinaire pour un Européen, c'est vraiment surprenant. Moi, je suis arrivé là, je cherchais aussi sous la clé pour m'enfermer, pour pas être dérangé. Ça les a évidemment surpris. Bon, j'ai essayé de faire comme eux, d'aller chez les gens. Finalement, j'étais bien accueilli. Je rentre, on m'installe automatiquement un morceau de phoque sur le plancher, ou un morceau de poisson cru, ou un morceau de caribou. On me donne un couteau, on me demande si j'ai un couteau. Bon, si j'en ai pas, on m'en donne un. On me donne un verre de thé. Et ça se passe dans une ambiance très sympathique. Oma, ilang isa baka ni Siyempre yan,
Tagulong ni Okata siya ang mai dari ni yang na. Dia meu kimi. Ayo masuk. Dan kalau nakam. Kishani, Inuit, Oraput, Krivitok, Takungiput. Ici. Octobre. So, tiki... Ah, so, il a là. So, il dit que je suis né au mois d'octobre 1936. Le 21 octobre. C'est souvient de mon anniversaire. So, ça. Ajoute. On a le même âge tous les deux. On est né en octobre. En 36. On a le même âge. Ils vivent en communauté. On fait tout en communauté. Ils sont 10, 12 dans une pièce de 7 mètres carrés. On dort à 3 sur une planche d'1 mètre de large. Mon voisin a une petite maison, la cabane qu'on voit dans le village, dans les autres villages esquimaux, une maison qui fait 40 mètres carrés. Ils sont 6. Il y a 2 barlis. Ils dorment assis dans les 2 barlis, tout habillés. Il y a une raison pourquoi on vit dans des maisons d'une seule pièce, donc il y a des problèmes de construction. Oui, tu vois, c'est un type de maison semi-traditionnelle qu'on trouve encore au Groenland, dans ces districts de chasse. Elle est faite en tourbe, en pierre, et il y a aussi une partie bois. Elle est beaucoup plus chaude que les autres maisons de chasseurs qui sont en bois, toujours près du rivage. Elles sont faciles à chauffer, relativement, hein. Et elles résistent au vent. C'est une sorte d'igloo. On parle l'igloo, c'est la maison. Le mot igloo signifie maison, habitation. Ça peut être une maison en bois, en tourbe comme celle-ci. Ça peut être une maison en neige, pas en glace, je dis bien en neige, que les Français appellent ou les étrangers appellent igloo. Une maison de 6 pièces, c'est très dur à chauffer. Une maison de 6 pièces est grande. Au vent, elle ne résiste pas. Toutes les maisons nouvelles construites par les Danois ont des problèmes de chauffage. Le carburant, ici, c'est primordial. Il gèle 9 mois sur 12. Donc, pour chauffer, il faut du pétrole, du gasoil. Et en plus, l'été, la mer dégelée sur 4, 5, 6 mois quelquefois. Donc, il y a des bateaux qui utilisent des moteurs diesel et des moteurs à essence. Leur pétrole. Avant, ils crevaient de froid, une sorte de sélection naturelle. Les plus forts s'en sortaient. Ils se chauffaient avec de la graisse de phoque et de la graisse de baleine. Quelquefois de la tourbe. Et là, il y a 2 très jolis kayaks en peau de phoque, justement. Mais pourquoi ils les suspendent, en fait, les kayaks, toujours? Ils sont en peau de phoque, tu vois, les lanières en peau de phoque, la couverture en peau de phoque également. À l'intérieur, il y a une peau de phoque aussi. À cause des chiens, tout ce qui traîne, les chiens, ça sent le phoque, ils le bouffent automatiquement. Ça a l'air d'être une sorte de stock communal ici. Oui, c'est le comptoir qui stocke cette viande de requin qui est destinée aux chiens. Ça, c'est la viande de requin. C'est du requin, ça. Oui. On trouve également du poisson pour les indigènes, pour les périodes de disette. On ne se retrouve pas, comme Jacques, par hasard à Ischlorsuit, à partager son temps entre les chasseurs et trappeurs du village, ses chiens et l'infiniment glacé. Cet homme d'aventure a une histoire, un passé. Ça vous paraît un peu bizarre. J'ai commencé par l'Afrique, par les pichots. Avant le service militaire, je suis parti au Proche-Orient. J'ai tiré au Liban, j'ai fait tout un circuit en stop.
à d'autres dromadaires. Je travaillais en Italie, et dans un hôtel, à Sorrento, près de Naples. Et un beau matin, je suis parti à l'aventure, traversé Yougoslavie, la Grèce en stop, ensuite la Turquie. J'ai atterri près du lac de Kozgul, j'ai fait le fameux lac salé en dromadaire. Après, je suis descendu sur la Syrie, le Liban, je suis resté au Liban quelques mois et je rejoins la France parce qu'il y avait les événements d'Algérie. Je suis resté 3 ans en Algérie. Ensuite, je suis rentré en France. Ça a été encore une fois l'Afrique, quelques temps. J'ai découvert la Scandinavie. Et j'avoue que ces pays m'ont assez fasciné. Finlande, notamment la Norvège. Pays splendide, fabuleux, glaciers, fjords. Et j'ai décidé d'aller au Groenland, tout simplement, en partant des glaciers de Norvège. Au Groenland, ça a été la claque. Je me suis rendu compte que la vie parisienne s'était terminée.
Neri kayak kok. Takut. Et la vie au Groenland, par quoi commence-t-elle? Comme partout ailleurs, peut-être, par des gestes simples. Une routine inscrite qui, dès lors qu'elle n'a pas été suivie depuis le plus jeune âge, nécessite un apprentissage, une initiation. Tout paraît si simple. Et pourtant, combien de fois Jacques, seul, malhabile, pas habitué, a-t-il dû recommencer pour accomplir ses gestes? La pêche constitue la plus importante occupation liée à l'alimentation. La mer est là, sous la glace, avec ses poissons innombrables. Jacques laissera sa ligne de fond 1 jour, 2 jours, selon le temps, selon ses autres occupations. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Tout le village est réuni pour assister à une course de traîneau. Elle n'a lieu qu'une fois par an. Les concurrents suivent un parcours qui les mène très loin. Tous sont de jeunes chasseurs qui connaissent parfaitement la banquise.
J'ai fait des gros efforts, quelquefois j'ai envie, dans les tout premiers, je ne suis pas fait pour vivre avec eux, c'est certain, j'ai une autre éducation, mais je fais un effort de volonté vraiment particulier pour d'abord garder leur confiance, leur amitié. Moi je suis venu ici fraternellement, ces hommes, finalement, je les aime, j'ai choisi de vivre avec eux, je ne suis pas venu ici en ennemi, je suis venu ici ouvert, j'ai laissé mes préjugés en France. Moi mon problème c'est de m'adapter à cet univers qui est cruel, qui est inhumain, il faut bien le dire. On ne dit pas à Eschlorschwitt comme en Corrèze ou sur le bord de la Méditerranée. Il gèle 9 mois sur 12. La mer est continuellement gelée. À chaque fois qu'il retourne chercher sa ligne, Jacques, comme tous les pêcheurs, sous toutes les latitudes, ne sait pas ce qu'il y a au bout. Pour tirer ces quelques 300 à 400 mètres de ligne, il pratique la vieille technique esquimaude, qui consiste à s'éloigner très loin du trou en portant à l'épaule. En dehors du poids de la pierre, il doit y avoir un requin ou deux. C'est avec le sud. Le corps s'est envoyé comme la queue comme ci. Ils ont commencé à le bouffer, ça l'a pris. Ouais. Il a été entamé par un collègue. Il y en a qui ont un petit requin qui pèse dans les 60-80 kilos. Il y en a qui ont... C'est une variété particulière au Groenland, on l'appelle le requin dormeur. Il reste en profondeur, on ne le voit jamais à la surface. Alors son poids, ça varie de 50, 60 à 500 kilos. Les requins font de 1,50 m à 5 mètres quelquefois. Mais normalement, on le sort par la gueule parce que c'est une peau qui ressemble à une toile émerie, il y a un sens. Si on le sort par la queue, il y a une résistance qui se produit au bord du trou. Donc l'idéal, c'est de se prendre par la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac là, tiens. Bon, une patte de phoque, un morceau de peau de phoque, parce que le phoque est poursuivi sur la banquise par l'homme et par l'ours, et sous l'eau, ce sont les requins qui l'attaquent. 2 poissons, un flétan, un second flétan, et puis, ah tiens, un morceau d'échambeau de ligne de fond.
Voilà, et ça, le pot de bestiole qui bouffe mes lignes, vous voyez? Encore un hameçon, tiens, vous voyez? Jacques a besoin de stocker sa nourriture pour ses raids répétés sur la banquise. À l'occasion, les autres chasseurs, passant par là, pourront se servir. Il y a des températures épouvantables. Les gosses, là, moins 30, je me souviens, lors de mon dernier hivernage en 78, moins 35, moins 40, les gosses jouaient au football, cavalaient dehors. Au nord-ouest du Groenland, la température atteint quelquefois moins 60. Vous vous rendez compte, vivre par moins 60, ils sortent dehors, ils vont chasser, entraîner à chien. Il faut vivre, il faut survivre, finalement. Je suis venu de France avec un petit pécule, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté depuis des années. Ici, ici je vis pratiquement avec rien. Il me faut du pétrole, ça quotidiennement, ça c'est la base. Pour de l'existence du pétrole, sans pétrole je crève. On chauffe toute l'année, même l'été. Donc il me faut de l'argent pour acheter du pétrole, des munitions. Bon, la nourriture, c'est moins problématique. Moi, toute mon énergie, je la trouve dans la graisse de phoque, dans la viande de phoque et de baleine, le poisson. Je peux le chercher. Si j'en ai pas, je m'arrange avec un chasseur. Donc ma nourriture, celle des chiens, je vais la chercher. Jacques parle de ses chiens comme de compagnie. S'exprimer sur ses chiens au Groenland, c'est parler du temps chez nous, quand la récolte en dépend. C'est vital ici. Ce qui frappe, c'est l'omniprésence des chiens. Le pays en compte plus que d'habitants. Ce sont certainement mes deux meilleurs chiens. Tornilik, le chef de team, 3 ans, une force prodigieuse, il est capable à lui seul de tirer le traîneau dans des conditions difficiles. Narsak, qui veut dire la plaine, je ne sais pas d'où vient le nom. Un Bogareur de première. Enfin, ce sont les deux meilleurs chiens de mon équipage. J'ai 11 chiens qui viennent de 6 chasseurs différents. Donc j'ai eu pas mal de problèmes au départ pour essayer de les habituer au geste, à ma parole. Ça a créé pas mal de difficultés. Et maintenant, on forme vraiment une unité totale. On se comprend et c'est la première des choses, c'est
c'est de faire corps avec son équipage pour pouvoir affronter les dangers de la banquise. C'est un petit amour de femme, ça. Elle a un an et demi. La moyenne, c'est une femelle pour 6 à 7 mâles. J'ai un petit problème avec elle. Elle mange son harnais. C'est le seul problème. Elle est très calme, elle est gentille, elle tire bien. J'ai pas de problème avec elle. Du harnais qu'elle me bouffe de temps à autre. Nérilac. Voilà mes plus vieux. 5 ans, Nérilac, qui signifie celui qui mange pas. Alors c'est comique parce qu'il me bouffe toujours son harnais. Comme Ekingwak, je lui retire son harnais et je lui mets une corde à chaque retour de raid. Nérilac doit avoir 4 ans, 4 ans et demi. Et Krachoulik, qui signifie le sourcil, celui qui a un sourcil, celui qui a un point au-dessus de l'œil. Krachoulik doit avoir 6 ans. Et pour un chien esquimau, c'est pas jeune. En général, les chiens passés 5-6 ans sont abattus et consommés, et on se sert de la peau pour faire des pantalons. Bon, ce chien tire très mal et je ne vous cache pas que s'il y a un problème, ce seront les premiers qui seront obligés de passer la gamelle. Deux jeunes chiens, un peu farouches. Ah, celui-ci, c'est le Don Juan, c'est le playboy de l'équipage. Kuyator Swark, le grand baiser de Sedem. Et Aterani, le chien sans nom. Celui-ci a 1 an et Kuyator Swark a 1 an et demi. Un peu farouche, mais bon tireur. Une attaque qui signifie le chien aux oreilles tombantes. Un bagarreur, un emmerdeur, il est toujours en train de chercher la... C'est un bon sprinter, mais il n'est pas résistant. Et au bout de 30 ou 40 km, je suis obligé de le détacher et il rentre au bivouac ou à la cabane, toujours 1 heure ou 2 après l'arrivée. Arcalou, un nom d'esquimau, un jeune chien, plein de vigueur, affectueux. Ouais, je les caresse, mais normalement, c'est pas bon de le faire. Ils perdent tout l'intérêt du traîneau et ils se bagarrent entre eux, ils sont jaloux, il ne faut pas les caresser. Les esquimaux ne les caressent pas, les chiens. Voilà tous mes petits diables. On fait une bonne équipe ensemble maintenant. On est rodés et je crois qu'on va faire du bon travail ensemble. Le traîneau n'est rien sans les chiens, mais l'engin a son importance. En fait, il existe 2 sortes de traîneaux. Un pour l'hiver, un pour le printemps. Le premier est petit, trapu, pour mieux passer les endroits accidentés. Le second est plus long pour franchir les crevasses occasionnées par le dégel. Le traîneau, qu'il soit d'hiver ou de printemps, est brellé, ficelé, car une structure cloutée, chevillée, éclaterait. Jacques, lui, s'est confectionné un traîneau intermédiaire, toute saison. Il peut transporter jusqu'à 350 kg, matériel, bivouac, nourriture. On considère qu'un chien tire son propre poids. Pour l'heure, Jacques et ses amis chasseurs s'apprêtent à partir. Pour combien de temps? Pourquoi exactement? Immara. Immara, on entend ça. Toute la journée, Ashuke, Naluara, je ne sais pas, Immara. Évidemment, ils sont liés à l'univers. Donc, on fait des projets et puis finalement, on reste sur place parce que une tempête, la banquise se fracture. On voulait partir demain en traîneau à chien à 50 km pour voir un ami ou un parent. On est bloqué. Alors, ça se répète très souvent. Il y a des blizzards qui vous bloquent littéralement. La dernière tempête a duré 10 jours, jour et nuit. Tout s'est envolé, toutes les glaces ont été pulvérisées. Impossible de sortir.
À l'étape, on s'occupe tout d'abord des chiens. Sans eux, impossible de revenir. Ils dormiront dehors. Une cabane de trappeur, dans la pure tradition de la ruée vers l'or, servira d'abri aux hommes. Le grand Jacques, Yacoué Swart, est dans cette petite maison perdue au plancher maculé de graisse de phoque, le frère, l'ami des chasseurs d'Ischlorswood. Quand je suis arrivé, j'étais tout le sec. Le pas tout à fait anglais, parce que Toulouse, ça signifie anglais. Bon, comme la France ne suffit pas de l'Angleterre, je ne suis pas tout à fait un anglais. Bon, j'étais tout le sec, le Kraschunak, l'homme qui vient du sud, le Méditerranéen. Et maintenant, je suis Yacoué Swart, le grand Jacques. Je fais partie de la famille, de la communauté. Parce que je les ai compris. Je ne suis pas un touriste, je ne suis pas venu là pour y passer 8 ou 10 jours. Je suis venu pour vivre avec eux, pour vivre cette vie dure, cette vie de trappeur, pour essayer de m'intégrer dans cet univers. Moi, ce que je veux, c'est, en partant d'ici, c'est qu'il y a me souvenir de moi-même. Pour ça, je vais éviter de faire des erreurs psychologiques. Je suis toujours en train de rigoler. Je fais comme eux, finalement. Lorsqu'il y a un problème, je ris. C'est mieux que de râler ou de pleurer ou que de se plaindre. Ça n'existe pas. L'Esquimau ne se plaint pas, il ne pleure pas. Il fait moins 40, il a le sourire. Il va à la chasse, il revient bredouille, il a le sourire. Ça dure 3 jours, il a le sourire. Mais je suis désarmé devant des gens comme ça. Sans les autres, sans les chiens, on n'est plus rien. À moins d'avoir un rêve dans la tête, ancré férocement en soi, comme c'est le cas chez Jacques. C'est vrai, il vit avec les Esquimaux. Mais Jacques est là aussi pour assumer son aventure. Seul. Je suis donc ici pour subir un entraînement sévère et jeter les éléments de base d'un projet fabuleux, un rêve peut-être, un projet fou pour certains, un projet qui s'appelle Sikomut, destination banquise. Je vais tenter de réaliser la première liaison historique du continent nord-américain au continent nord-asiatique, par le pôle Nord, en solitaire évidemment, avec un attelage de 15 chiens. Je compte effectuer cette traversée, si les glaces sont favorables, évidemment, s'il fait très froid, entre 130 et 140 jours, avec un support aérien pour le ravitaillement jusqu'au pôle. Il faut mesurer l'entreprise de Jacques Dallet. Jamais un tel raid transpolaire n'a été réussi, ni même tenté. D'autres ont marqué l'histoire de l'Arctique, les explorateurs Rasmussen, Frenchen, Perry, et récemment le japonais Naomi Umera, qui atteint le pôle en solitaire. En ce moment même, alors que Jacques se prépare, une équipe de 7 hommes en Union soviétique projette d'effectuer la même expédition en sens contraire. Qui gagnera? Cela est-il vraiment possible? Est-ce une folie? Cette folie, pourquoi cette folie? C'est celle de la vie, la folie. Un petit peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vaincre, c'est de surmonter les difficultés, avec toute mon énergie, toute
toutes mes forces physiques et morales. C'est de me battre d'abord. Je me suis toujours bagarré et je continuerai à me battre tant que j'aurai l'énergie nécessaire. Jacques, si tu réussis, tu seras pour le monde entier celui que tes amis esquimaux appellent le grand Jacques, le plus grand. C'est toi qui m'as dit un jour, alors que nous avions froid et que nous rions pour nous réchauffer, le seul vrai danger, c'est la peur. Au revoir les gars, et bonjour à la France.